Aujourd'hui, on va parler de fantaisie. Mais pas de dragons, ni de magiciennes, ni de prophéties qui décident du destin du monde. Aujourd'hui, on va parler d'une fantaisie où une orque ouvre un café, où des lutins de 2 mètres de haut prennent des humains en otage pour les forcer à réinventer les personnages de contes de fées, et où un escroc doit sauver la poste. Aujourd'hui, on casse les codes de l'imaginaire dans les lectures de la World Buildeuse. Quoi de neuf ou d'ancien dans les genres de l'imaginaire? Je vous partage mes dernières lectures parce qu'on a toujours besoin d'alimenter notre gigantesque pile à lire. Quand le ratelin estima que c'était prêt et qu'il mit les gâteaux à refroidir, Vive les étudia sceptiques. Ils sentaient bon, mais ressemblaient à de pauvres bouts de pain qui n'avaient pas levé. Bouton insista pour qu'elles attendent que les pâtisseries refroidissent, puis, cérémonieusement, et avec une certaine nervosité, il leur en tendit une chacune. Vive fronça les sourcils en examinant la sienne. C'était dur comme du pain rassis depuis longtemps. Le vieil homme avait certes loué la brillance de Bouton, et il était difficile de nier le succès des roulés à la cannelle, mais elle échangea un regard inquiet avec Tendry. Alors qu'elles allaient mordre dedans, il agita ses pattes en murmurant « Avec une boisson !» Tendry prépara donc 2 lattés. Elles grignotèrent. Et ces petits biscuits durs étaient bons. Ils s'émiettaient parfaitement, et le goût des noix et des fruits était rehaussé par la douceur crémeuse et exotique qui devait venir de la cardamome. Peut-être pas aussi bon que les roulés à la cannelle, mais plaisant. Le ratelin les incita par signe à les tremper. Vive haussa les épaules. Elle en plongea un bout dans son latte et prit un autre morceau. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle mâcha, avala et s'accorda un moment pour apprécier cette combinaison subtile et élégante de goût. Enfer, Bouton, ce vieil homme avait raison. Tu es un génie. Toutefois, le vrai génie ne lui apparut que quand Tendry remarqua « Ils vont se garder, n'est-ce pas? D'un jour sur l'autre et peut-être même pendant plusieurs jours ?» Il hocha la tête, radieux. « Nous allons devoir trouver où les stocker. Et Tendry, je crois que nous devrons également mettre à jour le menu. Comment allons-nous les appeler d'ailleurs ?» Je crois que j'ai une idée. Un sourire aux lèvres, Tendry récupéra sa craie sous le comptoir. Légendes élatées. Menu. Café. Des arômes exotiques et une torréfaction robuste et riche. Un demi-cuivre. Latte. Une variation sophistiquée et crémeuse. Un cuivre. Roulé à la cannelle. Pâtisserie à la cannelle divinement glacée. 4 cuivres. Boutonnet. Douceur aux noix et aux fruits. 2 cuivres. Les goûts les plus raffinés pour les travailleurs et travailleuses. Travis Baldree, Légendes élatées. Voilà un roman qui me faisait de l'œil depuis longtemps et que j'ai enfin pu découvrir en version audio. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. J'ai beaucoup vu ce livre passer sur les réseaux, mais j'ai aussi trouvé des avis pas très enthousiastes qui reprochaient au livre son manque d'action. Je me suis donc lancée un peu dubitative. Et en fait, Légendes élatées, ça a été vraiment une super surprise. J'ai adoré ce roman, vraiment. Légendes élatées, c'est un roman de Travis Baldree, un auteur américain. Il a été publié pour la première fois en 2022 en auto-édition, et en France, c'est Inis Éditions qui l'a sorti. C'est une maison d'édition spécialisée dans l'imaginaire, et plus particulièrement dans la pop culture, les sujets liés au cinéma, aux animés, aux mangas et aux jeux vidéo. Avant d'aller plus loin, voici l'histoire telle qu'elle est présentée en 4e de couverture. Vive, une orque mercenaire au passé sanglant, décide de changer de vie. À l'aide d'une pierre légendaire censée lui apporter la bonne fortune, elle se lance dans une entreprise audacieuse, la création d'un café. Un pari risqué car, dans la ville de Thuin, elfes, lutins et ratelins ignorent tout de ce breuvage peu ragoûtant. Et lorsque les hommes de main du Madrigal, la mafia locale, viennent s'en mêler, Vive sait que son aventure ne se déroulera pas sans embûches. Légendes élatées appartient au sous-genre de la cozy fantasy.
En général, la fantaisie classique tourne souvent autour de grandes quêtes, d'épopées extraordinaires, de grands méchants ou de menaces apocalyptiques. La cozy fantasy propose tout autre chose. En anglais, cozy se traduit par douillet, confortable. Pensez plaid à carreaux, chocolat chaud, chat qui ronronne, feu dans la cheminée, etc. Voilà le cadre de la cozy fantasy qui cherche à recréer chez le lecteur ce sentiment chaleureux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun problème dans l'histoire, mais les enjeux restent assez modestes et les personnages sont relativement protégés de la cruauté du monde. Par exemple, dans Légendes élatées, Viv dissimule une pierre magique dont on ignore les effets précis. Il y a aussi cette affaire de mafia locale qui veut empêcher le succès de son café. L'idée, c'est pas d'imaginer un récit sans obstacle, mais plutôt de trouver, au sein d'un monde qui peut être compliqué, un espace de tranquillité relative pour les lectrices. Concrètement, comment le worldbuilding de Légendes élatées met cela en œuvre ? Eh bien, il est très fidèle à l'esprit de la cozy fantasy puisqu'il tourne autour de la création d'un coffee shop. Il fait donc intervenir successivement la construction de la boutique, son aménagement et la constitution de l'équipe, la fabrication des boissons chaudes avec la description de leurs arômes et de leurs effets, la confection des pâtisseries et la convivialité qui se crée autour d'une tasse fumante. La blogueuse Émilie de À livre ouvert note très justement « L'ironie, c'est que dans cet univers fantastique, ce sont les éléments issus du monde réel qui semblent les plus incongrus. La machine à café, la cuisinière, le système d'alarme. » Les scènes du quotidien sont majoritaires, resserrées sur le café ou la chambre, ou sur une discussion sur un pas de porte. Et au-delà du léger problème de mafia dans la ville de Thuin, l'intrigue du livre tourne autour de la manière de constituer un bon staff pour le café, de trouver une bonne machine à café et savoir s'en servir, résoudre un problème de stockage, attirer la clientèle, pousser un client rétif à consommer, etc. Je trouve que les créatures magiques de Légendes élatées renforcent cet aspect cosy. Le roman fait intervenir plusieurs types de créatures assez peu orthodoxes en renversant les clichés de la fantaisie. On trouve des succubes plutôt honnêtes, des elfes malfaisants, des ratelins pâtissiers. L'auteur a délibérément choisi une héroïne peu banale, puisque Viv est une orque. Dans la fantaisie classique héritée de Tolkien, il n'y a pas vraiment de femelles orques, et ce sont en général des monstres sanguinaires. Ici, l'auteur prend le contre-pied de ce cliché sans que ça ne devienne une parodie. D'accord, Viv est immense, c'est une montagne de muscles, et en plus, c'est une ancienne mercenaire avec une grosse épée. Mais c'est une héroïne intelligente, sensible, rêveuse, qui aspire à une vie paisible. On pourrait penser à une parodie, mais c'est pas du tout le cas, et on s'attache très vite à elle. Donc, même les créatures menaçantes peuvent être, dans cette cozy fantasy, généreuses et bienfaisantes. L'imaginaire est souvent présenté comme une échappatoire, mais souvent les récits sont durs ou cruels, et pas exempts d'idées sombres. Avec la cozy fantasy, les lectrices peuvent profiter à fond et s'évader dans un récit émaillé de scènes quotidiennes, en sachant qu'a priori, tout va bien se passer pour les personnages. Ça n'a l'air de rien, mais en fait je pense que ça dit quelque chose de très important sur nous-mêmes. Il y a une autrice qui l'a très bien résumé, c'est Sarah Beth Durst. Sarah Beth Durst, c'est l'autrice de La petite boutique de sortilèges. Alors je ne l'ai pas encore lu, mais c'est un titre phare de la cozy fantasy. Lui aussi a pas mal divisé le public, mais il a quand même remporté le prix Babelio 2025 dans la catégorie imaginaire, ce qui n'est pas rien. Sarah Beth Durst a été invitée sur le podcast de World Building for Masochists, un podcast que j'ai déjà recommandé à plusieurs reprises. Si vous maîtrisez l'anglais, je vous conseille de l'écouter. C'est l'épisode 160, Cozy World Building, et en gros, elle montre que l'engouement pour le genre de la cozy fantasy n'est pas du tout anodin et dit quelque chose sur notre société. Selon elle, le genre, qui est né du cozy mystery, s'est développé autour de 2020 et de la pandémie de Covid. Pendant cette période, les gens ont cherché des univers refuges, d'où par exemple le succès incroyable du jeu Animal Crossing, un petit univers enchanteur dans lequel on mène sa petite vie dans un cocon rassurant. Je la cite en la traduisant. Ce qui me fascine, c'est la vie des gens ordinaires dans ces mondes fantastiques. Comment ils trouvent le bonheur malgré tout ce qui se passe autour. Comment lancer sa boutique de confiture, ouvrir son café ou son salon de thé. Comment s'accomplir et être heureux alors que dans le monde il se passe des choses catastrophiques. Pour elle, la cozy fantasy offre un sanctuaire dans un monde terrifiant, le nôtre. Je trouve qu'il y a quelque chose de très fort et presque d'engagé dans cette vision des choses. Reconnaître qu'on vit dans un monde difficile et se ménager quand même un espace de liberté, de calme et de bonheur.
Dans ce sens, Légendes Zélatées participe à la construction d'une sphère rassurante qui accueille les lectrices et leur offre un espace tranquille où ils peuvent souffler. Et en lien avec ça, il y a une chose que j'ai trouvée très importante, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup aimé ce roman, c'est que dans l'univers de Légendes Zélatées, il n'y a apparemment aucun jugement sur l'orientation romantique des personnages. Et le récit met donc en avant une histoire d'amour entre les deux personnages féminins principaux. Alors c'est pas vraiment un spoiler parce qu'on voit arriver les tropes romantiques très vite, même sur la couverture des différentes éditions. Mais encore une fois, cette cosy fantasy permet à un couple de personnages féminins d'exister sereinement, et ça contribue au sentiment de sécurité et d'inclusion que propose le roman. Je crois que les lectrices qui reprochent à ce livre son manque d'action ne sont peut-être pas le bon public pour la cosy fantasy. En tout cas, moi j'ai vraiment passé un super moment de lecture, et si comme moi vous avez aimé Légendes Zélatées, sachez que Travis Baldree a prolongé cet univers avec des récits additionnels. Personnellement, je me suis procuré l'intégrale Légendes Zélatées chez Innis, et je compte poursuivre ma lecture avec Des pages à remplir, Saga et Sable d'os, et Goblin et Gabardine. Je peux aussi vous recommander la lecture de Sous la porte qui chuchote de TJ Klune, si vous souhaitez lire d'autres histoires surnaturelles. Ici, on est plus sur les fantômes, et c'est un roman autour d'un couple queer qui se passe dans un salon de thé. Si vous avez lu La petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst, je veux bien savoir ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je peux aussi vous conseiller Le château de Hurle de Diana Wynne-Jones. C'est un livre qui n'est pas exempt de défauts, mais qui a connu une très belle adaptation par Hayao Miyazaki avec Le château ambulant. Enfin, sachez qu'il existe aussi un courant de cosy science-fiction que, si je ne me trompe pas, on appelle aussi Hope Punk, avec notamment Becky Chambers. Son roman L'espace d'un an m'attend lui aussi dans ma palle. Premier point intéressant en ce qui concerne les anges, monsieur Lipwig. Parfois, très rarement, lorsqu'un individu a fait de sa vie un gâchis et un embrouillamini tellement immonde que la mort semble au bout d'un moment la seule solution raisonnable, un ange vient et lui offre la chance de retourner à l'instant où tout s'est détraqué pour tout remettre en ordre. Monsieur Lipwig, je voudrais que vous me considériez comme un ange. Moite écarquilla les yeux. Il avait senti le claquement de la corde, l'étranglement du nœud coulant. Il avait vu les ténèbres monter à sa rencontre. Il était mort. Je vous offre un emploi, monsieur Lipwig. Du travail, contre salaire. Je comprends que le concept ne vous soit pas forcément familier. Seulement comme une forme de l'enfer, songea Moite. L'emploi est celui de ministre des postes d'Ankh-Morpork. Moite gardait les yeux écarquillés. Puis-je ajouter, monsieur Lipwig, qu'une porte se trouve derrière vous. Si à tout moment de notre entrevue vous vous sentez l'envie de partir, il vous suffira de la franchir et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Moite classa la proposition dans la rubrique extrêmement louche. Je poursuis donc. La tâche, monsieur Lipwig, comprend la remise à neuf et la gestion du service postal municipal, l'expédition des colis internationaux, l'entretien des locaux, etc., etc. Acceptez-vous le travail ? Moite haussa les épaules. Oh d'accord, évidemment, j'accepte en tant que criminel de naissance, menteur impénitent, fraudeur et génie pervers indigne de toute confiance. Épatant. Bienvenue au service de l'État, dit le seigneur Vétérini en tendant la main. Je me flatte de savoir choisir l'homme de la situation. Le salaire est de 20 piastres par semaine et à ce que je crois, le ministre des Postes bénéficie d'un petit appartement de fonction dans le bâtiment principal. Je crois qu'il a droit aussi à une casquette. J'exigerai des comptes rendus journaliers. Bien le bonjour. Il baissa le nez sur sa paperasse. Il le releva. On dirait que vous êtes encore là, monsieur le ministre ? Et c'est tout ? S'étonna un Moite atterré. Vous me pendez et l'instant d'après vous m'embauchez ? Voyons voir. Oui, je crois. Oh non, bien sûr. Tambourineux, donnez ses clés à monsieur Lipwig. Le secrétaire s'avança, tendit à Moite un gigantesque trousseau rouillé garni de clés et présenta une écritoire à pince. Signez-la, s'il vous plaît, monsieur le ministre, dit-il. Votre agent de libération conditionnelle va vous retrouver dans 10 minutes devant le bâtiment de la poste. Bien le bonjour. Une fois Moite parti,
Tambourineux toussa poliment et demanda « Vous croyez qu'il va y aller, monseigneur ?»« Il ne faut jamais perdre de vue la psychologie des individus, » répondit Vétérini en corrigeant l'orthographe d'un compte-rendu officiel. « C'est ce que je fais toujours. Vous, non, Tambourineux, et c'est bien dommage. Voilà pourquoi il est parti avec votre crayon. » Terry Pratchett, timbré. La Cozy Fantasy abandonne les quêtes héroïques pour s'intéresser aux histoires de salon de thé. Mais il y a aussi des romans de fantasy qui tournent autour d'administration et d'économie. Et si vous pensez que c'est barbant, c'est que vous n'avez pas encore rencontré l'inénarrable Terry Pratchett. Pour aborder l'œuvre de Terry Pratchett, j'ai choisi de vous parler de Timbré. Ce roman met en scène Moët von Lipwig, un arnaqueur professionnel qui échappe de justesse à la pendaison au début du roman. Son salut est orchestré par le rusé patricien de la ville d'Ankh-Morpork, Vétérini. En échange, ce dernier lui demande un service inattendu, prendre la tête du service postal d'Ankh-Morpork, qui est complètement moribond, entre un bâtiment qui tombe en ruine et des lettres qui s'entassent dans les salles. Mais derrière cette mission administrative se cachent en réalité de nombreux obstacles et des pièges que seul un filou peut déjouer. Timbré a été publié en 2004 au Royaume-Uni, puis en 2008 en France aux éditions La Talente, dont j'ai déjà parlé dans ce podcast. Le roman appartient à une œuvre immense, celle de Terry Pratchett, auteur britannique décédé en 2015. Son univers, les Annales du Disque-Monde, compte plus de 40 romans dans le genre de la fantasy humoristique. Ce qui fait tout l'intérêt et l'attrait de l'œuvre de Pratchett, c'est qu'il emploie la fantasy pour interroger le fonctionnement de notre société contemporaine. À travers des dialogues déjantés ou des notes de bas de page complètement loufoques, il tourne notre monde moderne en ridicule et en soulève les contradictions. Le world building inclut donc forcément des éléments surprenants qui cassent un peu la magie. On n'est clairement pas dans un univers éthéré, mais dans un monde trivial, banal, mais justement c'est une autre façon d'utiliser la fantasy. Pour ma part, j'aime beaucoup ce passage par l'imaginaire pour proposer une critique de notre réalité. Timbré est le premier volume d'un petit cycle autour de Moët von Lipwig. Dans ce roman, le héros va inventer le timbre, un vulgaire bout de papier qui représente une somme d'argent. Bien sûr, il va trouver le moyen de faire fructifier ce système. Le héros reprendra d'ailleurs ce concept génial dans le tome suivant, Monnayer, où il prend cette fois la tête d'une banque. Terry Pratchett s'amuse à interroger le concept de valeur monétaire. L'argent existe-t-il vraiment ? Il rejoint en ce sens des réflexions beaucoup plus sérieuses en économie qui soulignent le caractère souvent arbitraire d'un système de valeurs. Comment un bout de papier peut-il valoir 100 €, par exemple ? C'est ça que Pratchett pousse à l'absurde. Dans son blog Le syndrome Quickson, Benjamin Roche souligne toutes les réflexions esquissées dans Timbré, de la mise en question de la liberté à la critique de la privatisation. Il donne l'exemple des clic-clac, le réseau télégraphique toujours en panne. Il résume aussi l'arc narratif principal. C'est le lien social qui va amener le héros à avoir une démarche plus honnête et intègre, à faire le bien, même si paradoxalement c'est grâce à ses talents d'arnaqueur qu'il va trouver des solutions. Je pense que beaucoup d'intrigues développées dans les Annales du Disque-Monde naissent ainsi directement du formidable travail de world building de Terry Pratchett. L'auteur s'intéressait énormément aux détails pratiques. Par exemple, comment les gens se déplacent-ils ? Comment payent-ils ? Où trouvent-ils la nourriture ? Etc. On lui attribue souvent une citation dont je n'ai malheureusement pas réussi à retrouver la source, mais qui résume très bien l'idée. Quand on imagine une ville, la première question à se poser, c'est comment on évacue les égouts ? Autrement dit, comment fonctionne concrètement la vie des habitants ? C'est sans doute parce qu'il s'intéressait à ces aspects très concrets de world building que Pratchett a pu construire des intrigues entières autour de sujets aussi surprenants que la poste, la banque ou la machine à vapeur. Alors évidemment, on peut se demander où est la fantaisie dans tout ça. Mais c'est justement tout l'intérêt de la fantaisie de mœurs, centrée sur le quotidien et non sur les épopées extraordinaires. En fait, c'est tout ce qui fait le charme pour moi de l'univers de Pratchett. Il foisonne de créatures magiques et d'objets surnaturels,
de magiciens maladroits, de sorcières râleuses ou de golems. Tout ce petit monde gère et fréquente des administrations complètement chaotiques selon des combines plus ou moins bien rodées. La magie est banale, ordinaire, et pourtant elle ne peut pas résoudre tous les problèmes quotidiens. Ce contraste entre foisonnement merveilleux et monde ordinaire permet de rendre ce monde vraiment concret. On a vraiment l'impression d'y être. Et puis c'est drôle quoi. Il y a une dernière chose qui m'a surprise dans ce roman et les suivants, qui tient moins au worldbuilding qu'à la mise en forme du récit. Tous les chapitres portent un titre et des sous-titres. Par exemple, le chapitre 4 est intitulé « Un signe ». Sous-titre « Commis de l'ombre et receveur des fins ». Un loup-garou au guet. L'épingle merveilleuse. Monsieur Lipwig lit des lettres virtuelles. Le coiffeur Eric est surpris. Monsieur Parker achète des francs-freluches. La nature de contre-vérité sociale. Princesse dans la tour. Un homme n'est pas mort tant qu'on continue de citer son nom. On pourrait croire que ce sont de sacrés spoilers, mais là encore, Pratchett détourne avec brio les codes littéraires et il crée de la curiosité et de l'attente. En tout cas, à chaque fois que j'arrivais sur un nouveau chapitre, ça me donnait tout de suite envie de le lire pour comprendre les sous-titres. Si vous avez aimé Timbré de Terry Pratchett, le mieux est de vous attaquer à la suite, Monnayé et Déraillé, où le héros prend le contrôle d'une banque, puis d'un réseau ferroviaire. Pas évident de s'y retrouver dans les annales du Disque Monde. J'ai longtemps été perdue dès qu'il s'agissait de choisir un bouquin de Pratchett. Les tomes sont vaguement numérotés, mais certains se suivent entre eux, ou appartiennent à des cycles spécifiques autour de personnages précis. Heureusement, au fil des années, les fans ont clarifié et catégorisé tout ça, et j'aime particulièrement le guide de lecture qu'a produit l'Atalante. C'est un visuel téléchargeable gratuitement sur leur site, il est vraiment bien fait et propose un classement de l'ensemble des livres des annales du Disque Monde en sous-cycle pour bien s'y retrouver. Enfin, pour sortir de Terry Pratchett et retrouver l'imaginaire francophone, je vous recommande la lecture de Jour de Guigne, une nouvelle de Jean-Philippe Jaworski, parue dans son très bon recueil Janua Vera. L'intrigue et le ton humoristique de ce petit récit m'a vraiment rappelé l'univers de Pratchett. L'intervention énergique et discourtoise a fait sursauter le colonel. Les deux autres sont habitués à la voix rauque et au ton méprisant. Bref échange de regards. Horace reste silencieux. Il n'a aucune hypothèse à avancer. Et il sent que le colonel, malgré le protocole, va exiger de s'adresser directement au preneur d'otages, en balançant des justifications à la con, ou juste en faisant prévaloir son statut. « Vous me filez le micro, je vais parler un peu avec ce débile. » Voilà, c'est fait. C'est sobre, direct, sans fioriture ni prétention légale. Horace ne prend même pas la peine d'émettre une quelconque réserve. Ce serait vain. Il se lève, laissant la place au gradé. Le micro est intégré là, dans l'ordi. Alors le bouton. Vert, le cinglé vous entend. Rouge, vous coupez la communication. Le colonel s'installe, se redresse, inspire. Fini la comédie. Il a sauté sur Colvezzi quand il avait 18 ans. C'est pas un salafiste de banlieue qui a trop tété le Captagon qui va lui apprendre la vie. Écoute, bonhomme, je sais pas ce que tu veux ou à quoi tu essayes de jouer, mais va falloir arrêter tes conneries. Parce qu'à partir de maintenant, tu t'adresses plus à un sous-fifre entraîné à l'école des Jungiens de l'île aux enfants. Soit on a une conversation entre hommes, directe, loyale, respectueuse, soit... Vous croyez au fait ? Le colonel marque une pause. Froncement de sourcils, léger rictus d'incompréhension au coin des lèvres. Je quoi ? Vous croyez au fait ? C'est vraiment pas le moment de jouer au con, jeune homme. On va tout de suite. Donc vous croyez pas au fait ? Mais putain, non, je crois pas aux fées, ni au lutin, ni à la petite sirène, ni à... Le colonel ne finit pas sa phrase. Il se redresse d'un coup, ses yeux soudainement exorbités fixant le mur blanc. Il ne bouge plus, pas même d'un poil. Quelques secondes d'un immobilisme qui, lui aussi, apparaît comme irrationnel. Puis une lumière bleue électrique l'enveloppe. Correction. Une lueur bleue électrique remplace son corps. Le colonel s'allume comme un néon
et émet une lumière intense. Et s'éteint aussi subitement qu'il s'est allumé, laissant place à une substance gluante tout aussi bleue qui s'étale d'un coup en glougloutant sur le sol. « Sainte merde !» souffle Horace, incapable de trouver une expression plus appropriée. Karim Berouka, le jour où l'humanité a niqué la fantaisie. Attention, cocktail explosif à ne pas mettre entre toutes les mains. Le titre de ce roman a tout de suite attiré mon attention, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans ma palle. Je dirais qu'il donne tout de suite le ton. Le jour où l'humanité a niqué la fantaisie est un roman de Karim Berouka. Je l'ai découvert avec sa publication chez La Volte en 2025, mais en fait le texte avait été publié une première fois en 2021 chez ActuSF. Karim Berouka est un auteur de l'imaginaire francophone, mais c'est aussi un membre du groupe punk Ludwig 88, et cette culture punk se ressent beaucoup dans son écriture. Clairement, la couleur punk dans les univers de fantasy est assez rare, et là on a un festival d'idées complètement dingue. Je vous propose de découvrir tout de suite la 4e de couverture. Les lutins n'ont jamais été petits et mesurent au bas mot un bon 1,80 m. Les fées sont des globules libidineux d'une demi-tonne. Vous ne le saviez pas ? C'est parce que les auteurs et les autrices de fantaisie profèrent d'odieux mensonges. Et ça ne plaît pas aux peuplades de l'irréalité. Des profondeurs de l'affreux monde, voici que ces créatures débarquent afin de nous faire payer le prix de notre ignorance et de notre mépris. Leur plan ? Rééduquer les fans de fantaisie. Se dressent comme seul rempart à cette invasion Olga et Margot, 2 copines aussi déjantées qu'opiniâtres, un môme de 2000 ans habité par un démon, 3 punks sous acide et un couple de faux flics mystiques. Membre émérite de la World Grouilleux Academy of Faribol et professeur de fantaisie appliquée à Normal Sub, Karim Berouka livre ici un récit autobiographique indispensable pour la compréhension de l'univers et le salut de l'humanité. Bon, j'ai pas besoin de préciser que la présentation de l'auteur est un peu fantaisiste, mais on va d'abord commencer par parler du world building de ce roman. Le world building de Le jour où l'humanité a niqué la fantaisie établit 2 mondes parallèles. La Terre concrète, qui est en gros notre monde à nous, les humains, et l'affreux monde, ou l'irréalité, qui est le monde de la fantaisie. Je dirais que ce world building se caractérise par sa forme hybride, parce que l'affreux monde est décrit comme une sorte de dimension parallèle avec des dispositifs technologiques, des écrans comme le système du tableau qui contrôle les entrées et les sorties dans l'affreux monde. D'une certaine manière, c'est une fantaisie qui prend la couleur de la science-fiction. Ce mélange des genres se rencontre d'ailleurs pas mal dans l'imaginaire francophone. Dans l'affreux monde, les créatures magiques sont globalement hostiles aux humains. Certaines décident donc de lancer des attaques contre notre monde par vagues successives dont les noms de code évoquent vaguement l'apocalypse. On rencontre ainsi des lutins qui sont des grands gaillards grossiers et vindicatifs qui mettent le souk. Les fées sont des sortes de grosses boules globuleuses et puantes avec des ailes qui consomment les humains, et tout le reste est à l'avenant. Parmi les héros, il y a un groupe de punk musiciens assez sympa basé sur l'expérience de Karim Berouka, et c'est justement leur savoir-faire chaotique qui va contribuer à la résolution de l'intrigue. L'écriture est très énergique, irrévérencieuse bien sûr, on est dans l'esprit punk. Mais malgré tout, c'est une plume très travaillée et maîtrisée. La langue sert aussi le worldbuilding à sa manière. L'auteur invente par exemple le lutinet, une manière de parler qui permet de reconnaître les lutins. Ils utilisent des expressions particulières comme triple gonfralon, va porter la parole bonne, ou bien fiante au lieu de merde. Rien de très compliqué, mais ça leur donne une identité propre. Il y a un passage qui était assez chouette, c'était le chapitre qui se passe au Festival des Imaginales, le plus grand festival des littératures de l'imaginaire en France. Le chapitre a lieu au moment d'un débat organisé sous un chapiteau devant un public costumé. Et là, on est vraiment dans une mise en abîme avec cette fantaisie qui se moque d'elle-même. Et en même temps, la réflexion s'affine. Les créatures fantastiques veulent dicter aux humains la bonne manière de représenter la fantaisie. Et face à cette pression, les auteuristes de fantaisie se rebellent pour défendre leur liberté d'écrire et d'inventer. Je suis tombée sur une interview de Karim Berouka sur le site d'ActuSF où il évoque cette liberté de l'imaginaire qu'on défend souvent ici, dans la World Buildeuse.
la grande ouverture d'esprit des acteurs du genre, lecteurs, auteurs, éditeurs, critiques, etc. Il y a une liberté de création affolante dans ce milieu. Par exemple, on peut mettre dans un récit des dragons aux commandes de vaisseaux spatiaux, des vampires hémophiles qui dansent le tango avec Jean-Jacques Goldman, une baguette quantique dans les mains d'un septième fils, marmiton orphelin d'un château dont le roi cache un sombre secret, etc. Et être certain que tout le monde appréciera qu'on sorte des sentiers rebattus. En gros, la liberté d'imaginer l'imaginaire sans barrière ni frontières. J'ai lu ce roman avec beaucoup d'intérêt. Même si personnellement j'accroche pas habituellement à l'univers transgressif et un peu bourrin du punk, en fait le principal défaut que j'ai pu trouver à ce récit, au fond, c'est que l'intrigue n'était pas toujours évidente à suivre. Stéphanie Chaptal en a publié une critique globalement positive dans la revue Bifrost, mais elle conclut ainsi : Ce foisonnement textuel est aussi son principal défaut. L'auteur semble avoir oublié le fil de son histoire en cours de route. S'il retombe sur ses pieds in fine, il reste des trous scénaristiques comblés par la voirie municipale un jour de grève qui laisse une tenace impression d'inachevé. Alors je serais peut-être pas aussi sévère, ou en tout cas je pense qu'on peut pardonner quelques plot holes, parce qu'en fin de compte, c'est un texte qui a une identité très forte et originale, qui est bien écrit, et à recommander aux gens qui cherchent des œuvres alternatives. C'est un roman qui sort du lot et dont on se souvient. Je ne le recommanderais pas à tout le monde. Je pense que pour des gens qui n'ont pas l'habitude de l'imaginaire, ou pour les publics qui n'ont pas l'habitude des écritures un petit peu coup de poing, ça peut être très déroutant. En revanche, pour les lectrices rompues à la lecture de fantasy, et je pense que vous êtes nombreuses et nombreux parmi les auditrices de ce podcast, c'est une lecture qui détonne. Le jour où l'humanité a niqué la fantasy est publié par La Volte, avec une couverture graphique et très punchy, à dominante rouge, signée Diego Flavio Tripodi. La Volte, c'est une maison d'édition indépendante qui publie des textes imaginaires avec des couvertures très soignées. Les écritures sont souvent très littéraires, engagées, parfois expérimentales et assez coup de poing. Le premier grand succès de La Volte, c'était La Horde du contrevent d'Alain Damasio. Il est très différent de celui de Karim Berouka. En fait, La Horde du contrevent n'est pas un roman humoristique, mais lui aussi bouscule les codes de la fantaisie, avec un univers hors norme et une écriture très littéraire, où le travail sur le langage contribue pleinement au worldbuilding. Difficile pour moi de vous conseiller d'autres lectures si vous avez aimé Le jour où l'humanité a niqué la fantaisie, tellement le roman de Karim Berouka est inclassable. Mais si vous aimez le concept de fantaisie humoristique, dans laquelle un groupe de musicos s'engage dans une quête, sachez que j'ai dans ma wishlist un titre qui pourrait vous intéresser. C'est un roman qui a été recommandé par les collègues du très beau podcast Les Grimoires de l'Imaginaire. Il s'intitule Wild, W-Y-L-D, et a été écrit par Nicholas Eames. Ce roman repose sur une idée géniale. Une bande de mercenaires qui se reforment après des années de pause sur le modèle d'un vieux groupe de rock. Leur but est de repartir à l'aventure pour sauver la fille de l'un d'eux, mais ils ne sont plus tout jeunes. Ils sont rouillés, bedonnants, ils ont mal au dos, etc. Ça a piqué ma curiosité et le livre patiente donc dans ma wishlist. En conclusion, aujourd'hui, on a exploré 3 romans qui, chacun à leur manière, cassent les codes de la fantaisie telle qu'on a l'habitude d'en lire. Légendes élatées de Travis Baldree représente un courant récent de la cozy fantasy qui abandonne l'épopée pour s'intéresser aux histoires du quotidien, au bien-être de ses personnages et par extension de son lectorat. Timbré de Terry Pratchett nous montre comment la fantaisie peut se mêler au trivial et tourner notre société en dérision de manière à la fois réjouissante et intelligente. Et Le jour où l'humanité a niqué la fantaisie de Karim Berouka, c'est la fantaisie qui joue avec ses propres codes, se moque d'elle-même, tout en défendant la liberté d'écrire et d'imaginer sans fin. Et n'est-ce pas, au fond, le propos des genres de l'imaginaire ? Ces 3 romans ont beau être humoristiques ou légers, je pense qu'il faut avoir déjà pratiqué un peu la lecture de fantaisie pour les apprécier à leur juste valeur. Et si vous-même vous vous lancez dans un projet de ce type, rappelez-vous ce qu'écrivait Ursula Le Guin. On ne peut subvertir un genre qu'une fois qu'on en maîtrise les codes. Dans le podcast Procrastination, également maintes fois recommandé par la worldbuildeuse,
Lionel Davoust cite l'autrice de SF française Elisabeth von Harburg qui tient ce propos génial. C'est bien de vouloir faire sauter la maison, mais il faut connaître le plan pour savoir où placer les charges. On peut dire que les auteurs comme Pratchett ou Beruka sont des as de l'explosif. Et si cette question vous intéresse, je vous engage à aller écouter l'épisode 6 de la saison 8 de Procrastination, intitulé « Casser les codes ». Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les références citées en description de l'épisode. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la World Buildeuse. C'était les lectures de la World Buildeuse. Si cet épisode vous a plu, une note magique, un partage sur le marché des gobelins et un petit mot à vos amis elfes, centaures ou sorcières feront voyager ce podcast dans tous vos univers.